Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons traiter un nouveau circuit à base de transistors bipolaires avec le miroir de courant. Le miroir de courant, il commence à rentrer dans les applications que vous pouvez rencontrer dans des circuits intégrés ou dans des dispositifs comme par exemple les amplificateurs opérationnels. D'accord? Donc que ce soit dans des circuits intégrés ou des amplificateurs opérationnels, on peut avoir besoin de fournir une source de courant. D'accord? C'est quelque chose qui n'existe pas naturellement, donc on les fabrique ici à base de transistors. Souvenez-vous, dans la vidéo précédente, j'avais présenté déjà un exercice autour d'une source de courant à partir d'une diode Zener. Donc ce que l'on fera dans la suite de cette vidéo, on confrontera en fait une source de courant à base de diode avec une source de courant à base de transistors bipolaires. Je vais déjà donner une brève explication de pourquoi on utilise le miroir de courant dans les circuits intégrés, quel est son intérêt d'un point de vue, on va dire, process de fabrication, mais aussi d'un point de vue qualité de la source de courant. Ensuite, nous irons sur l'étude de ce circuit. Vous allez voir, finalement, ça va être assez simple. Et on ira vers une petite évolution en rajoutant des résistances au niveau des émetteurs. Donc le circuit que vous voyez ici, en fait, c'est vraiment pour avoir déjà une approche simplifiée de ce que c'est que le principe de miroir de courant. D'accord? Alors, l'intérêt du miroir de courant, il réside dans le fait que tout ce qui est à base de matériaux semi-conducteurs est très sensible à la température. On l'a vu pour le transistor bipolaire dans les vidéos précédentes, que beaucoup de choses dépendent du facteur bêta et que le facteur bêta, en fait, lui, est directement relié à la température, puisque ce facteur bêta caractérise ce qui se passe au niveau des jonctions PN du transistor. Donc, ce qu'il faut éviter, en fait, c'est d'avoir un circuit qui soit trop dépendant de bêta. Parce que si ce circuit dépend trop de bêta, à ce moment-là, dès qu'il y a une variation de température, les grandeurs que l'on utilise dans un circuit vont dépendre de cette variation de température. L'idée, lorsque l'on a une source de courant, je vous le rappelle, c'est un circuit qui est capable de délivrer un courant constant sur une charge donnée. D'accord? Donc la grandeur qui va varier, ça va être du coup ici le voltage, la tension. D'accord? Par contre, le courant, lui, doit rester le plus stable possible. On l'avait vu dans cette fameuse exercice sur la source de courant avec un transistor bipolaire et une diode Zener, que du coup on pouvait arriver à un courant qui était relativement stable. Par contre, dès qu'on est dans des cas d'usage avec justement d'autres composants autour, ou bien simplement l'utilisation dans le quotidien avec des variations de température, parce qu'on est en plein soleil, on est dans une usine, c'est quelque chose qui est près d'un moteur, enfin vous voyez, on peut trouver plein d'exemples comme ça. On peut avoir des variations de température assez importantes qui vont modifier le comportement du circuit et donc peut-être le faire sortir de sa plage d'utilisation. Une autre paramètre qui intervient dans les circuits intégrés, dans les circuits à base de transistors, ça va être la proximité. C'est-à-dire que là, ce que vous voyez sur le circuit, sur le dessin ici au tableau, lorsque je suis dans un circuit intégré, ça va être très très proche. D'accord? Souvenez-vous en fait que on va être sur des choses de l'ordre de la quelques dizaines, quelques centaines, quelques millions de nanomètres, donc de l'ordre des distances assez proches, puisqu'on sera en dessous du micromètre. Donc ça veut dire que là, lorsque je vais avoir un composant qui va chauffer, sa chaleur va diffuser aussi sur le reste du circuit et donc ça va modifier le comportement des autres éléments de notre circuit. D'accord? Donc il faut être capable de trouver des astuces pour pouvoir isoler les paramètres qui sont dépendants de la température, donc ici bêta. D'accord? Donc l'idée ici, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui dépend le moins possible de bêta. Dans l'histoire de miroir de courant, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va du coup faire une image d'un courant. Donc ici, en fait, sur ce circuit, on va avoir un courant d'entrée que je vais appeler IE. Et ici, on va avoir un courant de sortie que je vais appeler IS. Donc ça veut dire que là, ce que j'ai appelé RS ici, c'est ma résistance de sortie. Ça va être le dipôle que je cherche à alimenter en courant avec cette source. Donc ce que vous avez ici dans la partie droite, là, que j'appellerai ça la partie entrée, c'est tout ce qui aurait pu être remplacé par une diode, par exemple, dans une source de courant classique. D'accord? Donc ce que l'on a fait pour faire en sorte que ce circuit ici, cette partie avec le premier transistor bipolaire se comporte comme une diode, on a court-circuité en fait ici la partie base collecteur pour justement avoir simplement la jonction PN base émetteur qui va jouer le rôle de diode. Alors pourquoi faire ça? C'est toujours pareil, c'est par rapport à ce dont je vous ai parlé sur la sensibilité notamment à la température. L'idée en fait ici, c'est que si je fais un circuit avec deux transistors rigoureusement identiques, d'accord, je vais pouvoir en fait ici me débarrasser des différences entre les différents composants
et vraiment faire quelque chose qui ressemble à un miroir de courant, c'est-à-dire recopier ici le courant en sortie que j'avais en entrée. Alors un autre avantage à ça, c'est dans les circuits intégrés. Si je fais un miroir de courant, en fait, ce miroir de courant, cette partie-là, va donner une image identique du courant que j'ai en entrée. Donc ça veut dire en fait que si je cascade plusieurs circuits comme ça ici, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir en fait, à partir d'une source de courant, la recopier à différents endroits dans le circuit. Ce qui peut être intéressant dans des circuits intégrés où on peut avoir besoin d'apporter une source de courant à différents endroits. C'est typiquement le cas par exemple dans un amplificateur opérationnel. Ok? Donc voilà l'idée générale qui est derrière ça. Alors on va voir ici déjà au niveau de l'erreur comment intervient le paramètre bêta, c'est-à-dire qu'en fait l'idée c'est d'avoir un miroir de courant, c'est d'avoir quelque chose, l'écart le plus petit possible entre IE et IS. Donc on va déjà commencer par voir, établir ici une relation entre IE et IS. D'accord? Alors, on va déjà commencer à placer les courants. Donc en fait ici, moi j'ai un courant IC1. Après ici, je vais avoir mon courant IB1, un courant IB2, et puis ici, le courant IS, en fait, qui est aussi le courant IC2. Voilà. Donc on peut déjà dire ça ici. Donc notre courant IS, ça va être égal au courant IC2. Le courant IE, ben, lui, il n'est pas égal à d'autres courants dans le transistor. Okay, et à partir de là, en fait, on voit que le courant IE qui est ici va se diviser au niveau de ce nœud en deux courants. Un courant IC1 et un autre courant ici qui va de nouveau se diviser au niveau du nœud de la base B1 en deux courants IB1 et IB2. Donc ça veut dire ici que le courant IE, je vais pouvoir appliquer ma loi des nœuds et dire que c'est égal à IC1 plus le courant qui est au niveau du nœud B1 ici, et le courant qui est au niveau du nœud B1, c'est IB1 plus IB2. D'accord? Alors quelque chose qui va être important ici, alors je n'ai pas forcément mentionné à chaque fois dans mes vidéos, mais je fais toujours l'hypothèse que je suis en régime linéaire, c'est-à-dire que VBE est à peu près égal à 0,6 volts et que bêta est égal à bêta 0. D'accord? Ça c'est un petit complément de connaissance qui peut être toujours intéressant à avoir en tête. Ça voudra dire que même si ça reste une source de courant, la résistance RS, elle aura une plage d'utilisation dans laquelle le transistor numéro 2 ici devra rester passant. Si on sort de cette plage d'utilisation, dans ce cas-là, le transistor sera bloqué. Mais là, je fais référence du coup à la vidéo sur la source de courant avec la diode Zener où on avait justement joué sur les paramètres de résistance. Alors, je reviens à ma résolution ici. Je vais donc avoir ici IE qui va être égal à IC, ici c'est IC1. Donc j'ai IC1. Ensuite, IB, ben d'après ce que l'on connaît sur les propriétés du transistor bipolaire, je peux dire que c'est égal à IC1 sur bêta 1. Vous voyez ici pour l'instant, je respecte bien les différents indices. Et pour IB2, je vais être à IC2 sur bêta 2. Voilà. À partir de là, je continue. GIE c'est égal à IC1 facteur de 1 plus 1 sur bêta 1 plus IC2 sur bêta 2. Si dans mon process de fabrication, c'est-à-dire au moment où je vais faire la gravure sur mon substrat de silicium et que je vais ensuite déposer, faire les dopages où il faut, donc pour avoir justement mes différentes zones N et P sur le substrat de silicium, si je fais ça correctement, d'accord, je vais avoir, en fait, je peux me débrouiller ici à avoir deux transistors quasiment identiques ou très proches l'un de l'autre au moment du process de fabrication. Si je me débrouille à faire ça, je vais donc avoir ici bêta 1 qui va être égal à bêta 2. Ok. Je vais aussi avoir IE1 qui va être égal à IE2. D'accord. Et aussi, du coup, IC1 est égal à IC2. Avec cette hypothèse d'avoir deux transistors identiques, je vais donc avoir IE qui va être égal à ici IC2, facteur de 1 plus 1 sur bêta. D'accord, on va dire que tout ça c'est égal à bêta. Plus IC2, ben IC2 je vais commencer à le remplacer par ce que c'est. On voit que IC2 c'est égal à IS, donc je vais avoir ici IS sur bêta. Comme IC1 c'est égal à IC2, c'est aussi égal à IS. Je vais donc avoir ici une relation entre IE et IS. Je vais donc avoir IE qui est égal à IS, facteur de 1 plus 2 sur bêta.
D'accord? Donc si bêta est grand, je vais me retrouver en fait avec ce terme-là qui va être négligeable devant le 1. Ok? Et à partir de là, je vais pouvoir avoir ici mon miroir de courant. En tout cas, ce que j'ai ici, c'est la relation entre IE et IS pour le miroir de courant. Maintenant, si je parle de l'erreur, c'est-à-dire l'écart que j'ai entre la sortie et l'entrée pour le courant, ben je vois en fait ici que je vais avoir IE moins IS, d'accord, qui va être égal à IS fois 2 bêta, fois 2 sur bêta. Si je fais un écart relatif, donc IE moins IS sur IS, d'accord, je vais être à 2 sur bêta. D'accord? Bêta, on va dire, si on est sur un transistor un peu classique, ça peut être de l'ordre de 100. D'accord? Donc je vais être à quelque chose ici qui va être à peu près égal à 2%. Donc j'aurai un pourcentage d'erreur ici de 2%, un écart relatif de 2% entre le courant que j'aurai en sortie et le courant que j'aurai en entrée. D'accord? Donc ça peut être important à avoir en tête parce que en fonction de la précision ou des exigences que j'ai dans mon circuit intégré, 2% ça peut être déjà trop. D'accord? Donc ça veut dire qu'il faut prendre des transistors avec des bêtas beaucoup plus grands ou utiliser d'autres astuces pour que justement la relation entre IE et IS soit le plus indépendante de ce bêta. D'accord? Et on voit ici que comme le bêta est au dénominateur, ce terme-là reste petit et quelque part on arrive quand même ici à rendre la relation entre IE et IS moins dépendante de la température. Donc voilà pour cette partie. Sur le miroir de courant, c'est souvent ces relations que vous avez établies ici. Donc j'espère que là ça va clarifier la situation pour justement ce circuit avec miroir de courant. On est déjà sur un circuit avec des applications technologiques. Vous voyez, on commence à se diriger vers tout ce qui est conception de circuit et contraintes lors de la conception d'un circuit, notamment les contraintes thermiques, puisque ce sont des composants qui vont avoir de l'effet Joule. Et dans l'intégration des circuits, cet effet Joule va aussi se répartir sur l'ensemble du circuit. Alors par rapport à ce que j'ai dit au départ sur l'effet Joule et la dissipation de température, si les deux transistors sont assez proches et que celui-ci chauffe, d'accord, comme ils sont tous les deux assez proches, lui aussi va être dans la même zone de température et on pourra considérer que les deux transistors restent à la même température et que leur bêta est quasiment la même. Mais vous voyez, on rentre dans un monde où là, c'est vraiment le monde des compromis en fonction de notre cahier des charges et de ce que l'on veut obtenir avec notre circuit. Bon, voilà pour cette partie. Nous allons voir maintenant une astuce pour justement minimiser encore l'effet de bêta sur le miroir de courant ici. Alors ce que j'ai fait, vous voyez, c'est exactement le même circuit, mais en fait j'ai dû rajouter deux résistances au niveau de l'émetteur. C'est plutôt ce que vous rencontrerez dans un cas réel. D'accord? Ici en fait, on va dire par exemple, là je vais avoir, on va les appeler M2 et M1, hein. Enfin on va dire même ici on est au potentiel de masse, d'accord? Donc je vais avoir ici VB2M qui est égal à VBE2 plus R2IE2. Je vais avoir VB1M qui est égal à VBE1 plus RE2IE1. D'accord? Et grâce à ça, vous allez voir l'astuce, en fait, elle est pas mal, parce qu'elle va nous permettre, en fait, de se dédouaner du coefficient bêta. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait que lorsqu'on est né avec un transistor bipolaire en régime linéaire, ça c'est important, il faut toujours se placer dans ce contexte-là ici. Donc en régime linéaire, d'accord, je peux dire que IE c'est à peu près égal à IC. Donc ça voudra dire ici que j'ai IE1 qui est à peu près égal à mon courant IC1, d'accord? Et puis je vais avoir IE2 qui va être à peu près égal à mon courant de sortie IS. En faisant ça, si j'ai les transistors identiques, à ce moment-là, j'ai VBE2 qui est égal à VBE1, d'accord? Donc ça veut dire que lorsque je fais ici la relation ou l'égalité entre les deux, d'accord? Puisqu'en fait finalement vous voyez le potentiel qu'il a B1, B2 ce sont les mêmes potentiels, hein.
Donc je peux dire que VB de M et VB1M ce sont les mêmes. Je vais me retrouver ici avec VB de M égale VB1M. D'accord, ça c'est normal. Ok, là je fais la mesure à cela, B1 c'est égal à B2, on est d'accord. Ok. Si en plus j'ai des transistors qui sont identiques, je vais me retrouver avec cette égalité là. Donc de là en fait, je vais avoir RE2 IE2 qui est égal à RE1 IE1. J'ai donc un rapport IE2 sur IE1, d'accord, qui va être égal ici à RE1 sur RE2. Donc on voit en fait ici que ce qui va se passer, c'est je vais donc faire dépendre les courants ici de ce qui se passe au niveau du courant d'émetteur et non plus de ce qui se passe au niveau du courant de base, d'accord, grâce à ces résistances. Donc si les résistances sont égales, si j'arrive à me débrouiller à faire des résistances avec une faible tolérance, dans ce cas-là, si RE1 égale RE2, je vais me retrouver avec IE2 qui est égal à IE1. D'accord? Donc si j'ai IE2 qui est égal à IE1, ça veut dire ici que IE2 c'est mon courant IC2, c'est aussi le courant IS. D'accord? Et le courant IC1 ici, ça va être le courant IE1. Donc à partir de là, ben, je vais pouvoir piloter directement mon miroir de courant grâce aux résistances RE2 et minimiser encore l'effet de bêta. D'accord? Je rappelle en fait que j'ai IE qui est égal à IS, facteur de 1 plus 2 sur bêta. Ok? Mais si je me retrouve ici avec ces résistances qui sont là, ça va me permettre en fait de contrôler l'influence de ce bêta grâce aux valeurs des résistances. Voilà. Donc on va passer maintenant à une petite partie simulation numérique. Donc je vais refaire des simulations avec la source de courant à partir d'une diode Zener, puis ensuite le miroir de courant. Et en fait on va confronter les deux et on va voir justement l'influence justement de ce transistor ici sur le miroir de courant par rapport à une diode Zener classique. Donc on verra justement quels sont les écarts entre le courant d'entrée et puis le courant de sortie pour justement bien évaluer les avantages du miroir de courant par rapport à une source de courant classique à base de diode Zener. Voilà. La confrontation entre deux circuits. Donc à gauche, vous avez le circuit qu'on a déjà étudié précédemment sur la source de courant avec une diode Zener, où on avait regardé la stabilité du courant en fonction de la résistance qui était utilisée. Et à droite, vous avez du coup une représentation d'un miroir de courant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les mêmes tensions de polarisation, les mêmes résistances pour l'entrée et pour la sortie, d'accord, RC représentant la résistance de charge, avec des résistances émetteurs identiques. Donc là, on le voit ici pour le miroir de courant. À gauche, on a la source de courant. Alors, j'ai pas pu exactement représenter comme c'est le cas dans une représentation classique avec les transistors en miroir, mais bon, ça c'est pas grave, le concept est le même. Et là aussi, j'ai fait la même chose. Et j'ai lancé les simulations pour ces deux circuits, j'ai récupéré les données et j'ai tracé les courbes que je vais vous montrer maintenant. Et on va faire la petite analyse pour laquelle je vous retrouve. Alors, donc ici, ce que l'on va faire, c'est on va faire une petite analyse des résultats de la simulation. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai utilisé un script Python pour récupérer les données et tracer ma courbe. Donc là, la première courbe que vous voyez, c'est celle qui compare le courant qui traverse la résistance en entrée au courant qui traverse la résistance de charge RC. Donc IC correspond au courant qui traverse la résistance de charge RC, IR correspond au courant que nous avons en entrée. Alors, ce qu'on voit ici, en fait, c'est l'écart entre les deux courbes. Donc ce qui m'intéresse moi, c'est de voir l'écart relatif. Donc j'ai fait IC moins IR sur IC. Donc je compare en fait ici le courant en entrée au courant en sortie et je vois que j'ai un écart relatif de 10%. Cet écart relatif de 10%, ça commence à faire un écart trop important et qui montre en fait que même si la source de courant avec des Zener donne des courants assez stables, si l'on veut faire de la réplication de courant, là on atteindra les limites de ce type de circuit. Maintenant, si je vais sur le miroir de courant, donc j'ai fait le même concept, d'accord? Donc IR pour le courant qui traverse la résistance d'entrée, IC pour le courant qui traverse la résistance de charge, et là je vois j'ai un écart relatif qui a quasiment été divisé par 5. 2% d'écart relatif, ça commence à devenir quelque chose de relativement bien, donc ça veut dire qu'on peut vraiment utiliser la source de courant, le miroir de courant pardon ici, pour justement
l'intégrer dans un circuit pour de la microélectronique, pour des circuits intégrés. On sait qu'on pourra utiliser le miroir de courant pour répliquer le courant à différents endroits du circuit. D'où l'intérêt de ce circuit de miroir de courant par rapport à la source de courant avec diode. D'accord? Donc là, je voulais vous montrer ces deux courbes parce que justement, elles illustrent très bien l'écart qui est entre les deux. Donc je voulais vous montrer l'écart, mais aussi le quantifier. Comme ça, vous avez vraiment un outil de comparaison sur l'intérêt du miroir de courant par rapport à la source de courant avec diode Zener que nous avions étudié dans une vidéo précédente. Outre ça, on a aussi l'intérêt d'utiliser des transistors. Ces transistors, en fait, ont un pattern de gravure qui est tout le temps le même, donc ça simplifie aussi les process de fabrication et ça permet une intégration aussi et miniaturisation des circuits de manière beaucoup plus aisée et à grande échelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à clarifier.